Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Ici c'est la folie, comme j'avais pu le dire sur la dernière review, il y a énormément de nouveautés et donc les reviews vont quand même s'accélérer un petit peu. Ça y est, la Go 3 de chez Insta360 est arrivée quelques jours après son lancement. J'ai pu bien en profiter et faire un max d'images sur pas mal de sorties et surtout plusieurs pays. Mais avant tout, c'est comme d'hab, c'est juste après le générique. Ça y est, enfin une bonne succession à la Go 2, la Go 3 qui est sortie il y a quoi, à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Enfin le test, review de ma part. Alors si on remonte un petit peu dans le temps, la Go 2 c'était déjà une caméra en mode pocket, vraiment la plus petite et la plus compacte, relativement discrète, que j'avais toujours tendance à laisser dans mon sac en cas de besoin. Là où ça avait déjà fait grand bruit sur ce type de caméra, c'est que c'était les seuls déjà à pouvoir dissocier la caméra du corps avec la partie contrôle, chose qu'ils ont déjà encore gardée sur la version de la 3. Et oui, ce petit truc, eh ben, c'est une caméra tout simplement qui a une puissance énorme. Alors pour entrer un peu dans le vif du sujet, tout de suite, elle sera donnée pour une résolution en vidéo maximale de 2,7K. Donc pour tous les adeptes de la 4K, il va falloir plus se rabattre soit sur un prochain modèle, peut-être une Go 4, mais bon... Pour l'instant, rien d'annoncé. La 3 vient d'arriver. Pour tout ce qui va être 4K, il faudra se rabattre un petit peu sur de la X2, X3 ou tout simplement de la R et de la RS. Pour ceux qui connaissaient déjà un petit peu le modèle Go 2, on va garder notre bouton pression un petit peu discret, à savoir que celle-ci est 100% étanche. Par contre, le caisson, lui, ne l'est pas. Il doit avoir un IP quelque chose pour tout ce qui est gouttes de pluie, projection, mais à ne surtout pas mettre dans l'eau. Dans les nouveautés qui sont super appréciables, c'est que du coup ce modèle-là embarque un petit filtre neutre qui est déjà posé sur la caméra. Du coup c'est une bonne chose parce que je l'ai déjà un petit peu rayé sur 2-3 chutes dessus, donc tant mieux que je puisse le changer. Là je vais recevoir les nouveaux histoire de ne pas avoir des flares ou des choses un petit peu, des aberrations dues au soleil avec ça, donc ça c'est plus pour me sécuriser. Ce qui a été gardé, le petit bouton pression start stop là-dessus, un petit micro en façade. Elle est à peine plus large, plus haute que la Go 2, mais elle est extrêmement performante, à savoir que tu as toujours une batterie à l'intérieur et qui vient à se recharger à chaque fois que tu viendras la clipser sur le dock de charge. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu gardes le côté aimantation qui est derrière la caméra, donc sur tout support métallique, tu vas pouvoir la ventouser. Je sais que là, sur 2-3 images à Berlin, sur un poteau, voilà, je voulais faire quelques images. Je suis passé en amont, je l'ai ventousé, lancé le rec, et je suis repassé avec les copines. Et du coup, voilà, j'ai pu faire quelques images sans être obligé d'avoir un trépied, une perche ou autre. Donc, clac, 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 tu ventouses sur tout panneau, tout support. Et ça permet déjà de pouvoir un peu favoriser des angles un petit peu rigolos. Ça peut être un plus. Grande nouveauté par rapport au modèle numéro 2, c'est qu'une fois logé dans son emplacement, la Go 2, tu devais l'attirer un petit peu par le filtre, et ça me fait toujours un petit peu peur. Cette fois-ci, un petit bouton pression sur le côté a été rajouté, donc c'est une sécurité, à savoir que même sans ça, tu as déjà une aimantation qui est relativement forte, mais bon, ça te sécurise un petit peu plus. Encore une fois, pour ceux qui connaissaient déjà le modèle numéro 2, à l'intérieur du dock et derrière le dos caméra, on va retrouver du coup tous les petits connecteurs pour la partie transfert. L'enregistrement des images se fait à l'intérieur. Une fois que tu l'as enlevé et que tu lances le rec, tu as quand même un retour caméra jusqu'à une certaine distance. Je n'ai pas spécialement fait le calcul dessus, mais ça te permet déjà d'avoir un petit retour à 5-6 mètres, de voir un petit peu ton angle, etc. Donc c'est pas donné pour des très grandes distances, c'est pas le but, mais au moins ça te permet d'avoir un petit retour. Voilà, tu veux avoir une caméra flottante, et du coup tu as quand même ton retour vidéo ici. Ça permet un petit peu déjà de faire la transition. Grande nouveauté par rapport à la Go 2, c'est qu'on va se retrouver avec ce super écran tactile orientable à 180 degrés. Donc pour la partie filming ou du coup tout simplement pour une partie dite un peu plus vlog, etc. pour avoir son retour vidéo. Là-dessus, ça offre quand même un sacré confort.
Donc pour tout ce qui va être choix des modes photo, vidéo, timelapse, hyperlapse et compagnie, tout ça, du coup, ça va se décider à l'intérieur du menu. Je continue un petit peu le tour du coup du support. Sur le côté, on va retrouver notre petit bouton pression power, donc rien de très compliqué, bouton pression long, on allume, on éteint, etc. Juste en dessous, le petit quick menu, celui-là qui est présent aussi sur la X3, mais que j'utilise assez rarement. Donc là, c'est des presets, par exemple ski, vélo, etc. À savoir que tu auras aussi de mémoire la possibilité de créer des modes C1, C2, C3 avec peut-être des paramètres un petit peu plus défini par rapport à ton utilisation. Au moins, ça te permet de choisir ta résolution, ton style, etc. Donc, si tu préfères te faire un ralenti, tu sais que tu vas peut-être te mettre en 1080 machin et tu vas te créer un preset là-dessus. Comme ça, tu sais qu'à chaque fois que tu vas aller sur ton mode, au moins tu auras gagné un peu de temps que d'aller rechanger à chaque fois ton preset. Au moins, c'est déjà enregistré. Au top, un gros bouton, stop rec, photo, prise de vue, tout va se passer par ici. On va retrouver de l'autre côté notre fameux petit bouton qui permet de déloger la caméra de son support. Et en dessous, USB-C, donc transfert et recharge. Tiens, on reviendra dessus juste après. Je vais faire un petit déballage rapide. Du coup, qu'est-ce que contient du coup le coffret de la Go 3 ? On va retrouver du coup notre premier support qu'on avait déjà un petit peu sur la Go 2. Donc ça permet déjà de pouvoir avoir soit celui-là, je sais que je l'aime bien, parce qu'il est plutôt facile à glisser sur une casquette, sur un col, avec sa petite fente sur le côté là, et surtout son côté orientable. Ça c'est un petit plus. C'est vraiment extrêmement basique comme accessoire, mais c'est extrêmement utile pour être pincé sur n'importe quoi. Je sais que sur toute la partie running, qu'est-ce que je dis ? Sur toute la partie vélo, parce qu'il y a tellement de trucs. Sur toute la partie vélo, je sais que moi j'ai tendance à le mettre sur la partie tête. Et encore une fois, tu auras la possibilité d'orienter, via le focus, tu auras la possibilité d'orienter, parce que ça aussi, si tu roules comme ça ou un peu comme ça, ce serait dommage de filmer que les nuages. Donc, encore une fois, l'intérêt du retour vidéo est un sacré plus sur cette étape-là. Donc ça, super accessoire qui est fourni avec. On va retrouver là aussi ce qui faisait vraiment la différence avec la Go 2. C'est ce petit médaillon support, donc que tu vas pouvoir glisser directement sous ton vêtement. C'est rien de plus qu'une petite plaque métallique avec une gomme dessus qui permettra, tout simplement, d'aimanter ta caméra et de voir quelque chose de relativement discret. Tu arrives, tu as ton médaillon dessous, tu clipses. Ça permet de parler directement du deuxième accessoire qui est fourni avec. Même chose, c'est un petit rehausseur un petit peu plus haut d'un côté, qui lui aussi viendra, alors là il faut trouver le sens, s'aimanter. Donc là j'ai mis la partie haute en haut, et du coup de pouvoir orienter ma caméra un petit peu plus plongeante, ou l'inverse, si je mets l'orientation en bas, de pouvoir relever. Honnêtement, c'est un bon plus. Lui, il colle bien sur le médaillon. Par contre, après, la caméra perd un petit peu d'aimantation parce que tu rajoutes quand même une bonne épaisseur. Et j'aurais peut-être une préférence sur le deuxième, celui que j'ai mis sur le casque, et d'avoir une vraie orientation. Sur la partie médaillon, je pense que je préfère prendre un peu plus de temps et être sûr que mon angle soit bon. C'est un plus, mais je ne suis pas sûr de l'utiliser à fond. Même chose, on va retrouver USB-C vers USB normal, donc charge et transfert. Là-dessus, des petites daubes. On va retrouver quoi ? Du petit manuel garantie. On va retrouver 2 stickers classiques chez Insta. On va retrouver ça, c'était des petits supports, et de la doc, et de la doc, et de la doc. Donc là-dessus, on a déjà quelque chose d'assez assez complet en termes de médaillons et de support. Ça permet déjà d'offrir pas mal de possibilités. Tu as aussi ce petit pied. Le petit pied, donc tu retrouves ton pas de vis 1/4. Je fais une parenthèse, on y reviendra. Tac, et dessous, tu peux enlever le capot et tu as un petit scotch type M3 machin, histoire de pouvoir coller ça aussi. Ça généralement,
j'utilise pas trop, mais au moins celui-là nous servira un petit peu plus de pas de vis, support pour poser, etc. L'un des gros sujets et surtout grande différence, c'est que j'avais pas évoqué le cul de la caméra, le dessous. Adieu un peu les supports à base de vis, un quart, etc. où tu étais obligé de visser, peut-être de ne pas tomber sur le bon angle, de refaire ton réglage. Si je cherche bien, hop, voilà, une extension, etc. Tout ça, tu vas un petit peu oublier parce que tu n'en as plus spécialement besoin parce que dessous la caméra, alors hop, essayer de faire le focus. Dessous caméra, on est sur un système assez révolutionnaire, assez nouveau. Là où on a une grosse nouveauté, c'est ce petit T. Ce petit T qui est orientable, donc on retrouve notre tête un peu au-dessous, voilà, et notre un quart qui est au cul. Donc celui-là, tu viendras le visser du coup à tous tes supports vélo, casque et compagnie, tout ce qu'il y a besoin, tout ce qui est perche selfie et compagnie, tout va se passer via ce support. Et là où c'est intéressant, c'est que ta caméra, en un temps record, donc si tu trouves le bon sens, hop, là tu es de face, tac, c'est fini. Et tu peux y aller pour un bon moment. Tu as les petits boutons pression qui permettent de déloger ta caméra, tout simplement. Mais, clac, ça y est, c'est terminé, tu peux partir. Et ça, du coup, en termes de gain de temps, tu sais que, encore une fois, tu vas pouvoir bouger facilement. Tac, c'est sécurisé, tu ne vas pas t'emmerder à aller serrer toutes tes vis. Là, on est bon. Par expérience, je vous déconseille d'utiliser le support et caméra pour vous filmer sur une partie vélo où ça bouge quand même pas mal. Si on y va vraiment fort, voilà, on va quand même gagner un petit peu d'inclinaison et ça peut être un petit peu dommage. Je pense que ça peut être bien. Moi, sur les configs que j'avais fait sur mes sorties, j'avais mis la caméra soit au niveau du torse, soit au niveau du casque et je me servais uniquement de cette étape-là pour un retour, pour être sûr que ça filme bien, que je sois bien dans le bon mode, pour changer facilement de l'un à l'autre, pour lancer le rec et surtout vraiment voir mon cadrage. Voilà, si mon cadrage est bon, vu que si tu utilises que ça, tu pourrais laisser ça, tu pars en session running, etc. Hop, tu lances ton rec, de temps en temps tu refais une pause, tu refais 2-3 selfies, machin. Tu crées tous tes rushs et en fait si à la fin tu dis eh merde parce que là du coup j'ai absolument zéro possibilité de faire un cadrage même si j'ai quelque chose qui est relativement large en termes de champ, j'aurais pas la possibilité de changer de mode si je veux faire de la photo. Donc par défaut, moi je vais me mettre en mode vidéo, puis après au pire je ferai une capture. Mais le retour vidéo est quand même un sacré plus parce que ça te permettra encore une fois de bien savoir le cadrage que tu as. Donc moi je m'étais fait un petit support guidon et au moins je sais que j'avais mon retour à ce niveau-là. Bon, pour les plus impatients, en termes de menu, je vais attaquer déjà sur la partie des angles. Il y a une partie qui s'appelle Ultra, qui elle est légèrement déformante, à savoir que tu vas en avoir 3. Le deuxième, ce sera Action et le premier, ce sera Linéaire. Donc linéaire, tu vas vraiment garder, encore une fois, tes lignes de perspective relativement droites. Et plus tu iras sur le côté Ultra, plus tu auras de la déformation. À savoir, encore une fois, entre ultra et linéaire, je trouve qu'en termes de champ, tu gagnes pas énormément. Donc là, c'est plus une préférence. Est-ce que tu vas avoir quelque chose d'un petit peu gonflé ou pas? Faut pas t'attendre non plus à gagner énormément en champ. Tu es déjà sur quelque chose de relativement large. Donc ça, ce sera du coup les 3 modes que tu vas avoir. On va attaquer directement sur les possibilités. Là, j'étais sur Timelapse. Le deuxième, Time Shift, Slow-Mo, Loop Recording. Donc, encore une fois, pour tous les motards et autres qui veulent lancer une session pour enregistrer en boucle. Je dis motard parce que généralement, j'ai des collègues qui l'utilisent plus comme ça. Starlapse, ça du coup on l'avait déjà évoqué sur la X3 si je dis pas de conneries, donc de la pause longue pour avoir tout cet effet de voie lactée et compagnie. Intervalle, HDR photo, photo tout court, vidéo,
Free Frame Vidéo. Donc celui-là, j'ai encore un peu de mal à le cerner. Apparemment, tu peux filmer et t'occuper de la stabilisation après, et plus tu voudras de la stabilisation, et plus, à mon avis, il va vouloir cropper dans ton image. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore trop testé. Et de toute façon, si tu es perdu, en dessous de chaque onglet, tu vas retrouver un petit texte. Donc si tu cliques dessus, ça te donnera un petit peu plus de détails sur ce que c'est. Là, je suis sur HDR Photo. Take Picture with Height Dynamic Range. Donc automatiquement, ça va te dire un petit peu, si tu es un noob, bah, tu ne sais pas trop ce que c'est. Tu vas pouvoir aller un peu là-dessus. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la marque de chez Insta, rien de très nouveau, on a toujours notre petit slide de gauche à droite qui va nous permettre de retrouver un petit peu nos scènes déjà filmées. On va faire quoi de haut en bas? Et ben du coup là ça va tout être la partie menu, activation, le caisson, tout ce qui va être vibration, luminosité, la connectivité si on veut afficher la grille des tiers. Le slide de la droite à gauche, là, bah, du coup, ça va être tout ce qui va être auto, manuel, white balance, tous ces modes-là, en termes de luminosité et surtout de picture style, si on veut quelque chose avec un filtre plus ou moins dynamique. Donc là, il y a de quoi faire. Et si je dis pas de conneries, de haut en bas, non, de bas en haut, voilà, il fallait que je la fasse, tu vas trouver un petit peu plus de détails sur les modes de... Bah là, du coup, j'étais en vidéo. Je vais pouvoir passer en 4,7 à 1440 à 1080 et ça t'offrira plus ou moins de possibilités en termes de frame et surtout de ratio. Là, on est en 16:9. La possibilité aussi de passer tout en 9/16e, donc pour tout ce qui va être format portrait. Donc ça peut être intéressant de ne pas forcément à chaque fois tourner la caméra ou autre. Et surtout, il y a stabilisation. Stabilisation, là tu vas te retrouver avec du off, du standard, height et max. Honnêtement, pour avoir mis entre max et standard, je n'ai vu aucun crop supplémentaire dans l'image. Par défaut, je l'ai laissé en stabilisation max parce que c'est le genre de caméra que je maltraite quand même pas mal. Sortie roller, sortie vélo, running, etc. Donc j'ai envie d'avoir quelque chose de extrêmement fluide dans mes rushs. Tiens, j'ai peur peut-être un peu de me répéter, mais on avait évoqué la partie du petit filtre neutre qui est ici, qui se visse directement sur la cam. Je ne sais plus si je l'ai dit, je radote, mais il existe aussi des versions ND. Donc si tu es en mode ski, montagne et compagnie, et que tu n'as pas envie de cramer tous tes plans, eh ben, tu pourras rajouter directement un petit filtre ND dessus. Bon, là, va falloir qu'on cause, parce qu'il y a vraiment un truc qui est parfait. Voilà, tout simplement parfait. Depuis les dernières mises à jour, tu auras la possibilité de créer directement tes stories. Admettons, tu pars en session running, etc. Tu fais tes petits plans. Et ben, le soir même, via l'application, tu vas pouvoir télécharger, sélectionner par exemple 10, 15, 20 plans et créer une story. Automatiquement, la nouvelle IA qui est intégrée à l'intérieur va te générer 3 versions plus ou moins longues. Et après, à toi de choisir ce qui t'intéressera. Dans les 20-30 secondes, 1 minute 20 ou 1 minute 30, donc suivant la longueur de ton film, tu choisiras et automatiquement, donc ça mouline un petit peu quand même, donc moi j'ai un vieux moulin mais voilà, il tourne quand même là-dessus, et il va te créer du coup directement ton film monté, avec titrage, musique, etc. Tu auras la possibilité, une fois que tu auras la première sélection, de choisir un preset, si tu veux que ce soit un truc sport, vacances, tu auras peut-être des musiques avec des thématiques, les titrages aussi qui pourront se rajouter. Pour l'instant, j'ai pas fait gaffe, mais il me semble que les titrages par défaut ne peuvent pas être édités. Ça, c'est dommage. J'aimerais que par la suite, on puisse quand même l'éditer comme n'importe quelle image. Donc, tu as choisi tes 15 images, il te les a coupées, il a choisi, il estimait ce qui était le meilleur. Mais si par exemple, c'est un moment où tu bouges, ou par exemple, tu as filmé 30 secondes et que tu voulais prendre que 10 secondes, eh ben, il a sélectionné ce passage-là. Toi, tu pourras quand même éditer, décaler. Bah, finalement, je préfère ce passage parce que c'est là où on voit la structure et que là, bah, finalement, j'étais en train de tourner, donc on voit, c'est pas pertinent, on voit personne. Tu édites plan par plan si ça te plaît pas. Mais en termes de gain de temps, tu vois, à chaque sortie, eh ben, tu vas faire un certain nombre de plans, tu les sélectionnes et tu crées automatiquement ta story.
et tu l'édites, exportes. Et ça reste quand même un sacré plus. Alors, s'il vous plaît, Insta 360, faites la même version, pas sur téléphone, faites-la sur PC. Parce que là, ce serait vraiment un gain de temps énorme. Tu te retrouves aussi, là, c'est peut-être un peu la bête noire, je pense qu'il la limite sur la partie téléphone, parce que ça t'offre plein de possibilités en termes de repartage, en termes d'effets. On a bien vu que l'application PC était moins complète que la version téléphone. Mais moi, je rêve de cette version sur PC parce que généralement, tous mes rushs, je les balance sur ordi parce que souvent, et je pense que ça a dû vous arriver, la connectivité entre l'un et l'autre ne permet pas de pouvoir lire un projet de 15 rushs en même temps par transfert. Ça a toujours tendance un peu à saccader. Ils te proposent de les télécharger sur le téléphone pour que ça aille plus vite, mais je le fais pas, ça me saoule. Je préfère tout télécharger sur l'ordi. Et puis si même par la suite utiliser le logiciel d'Insta pour reprendre des rushs, d'autres caméras, d'autres machins et utiliser l'IA là-dessus, je pense que ça fera partie des prochaines grosses mises à jour chez Premiere Pro et compagnie. D'avoir une simplification du montage, d'avoir une pré-sélection et surtout que l'IA utilise un petit peu tes modes de travail en utilisant certains projets. On l'a vu déjà un peu sur Lightroom. Je pense que ça avait été annoncé il y a quelques temps déjà sur Premiere, mais pour l'instant, j'ai pas vu de grandes nouvelles. Et c'est déjà présent chez Insta360, chez la concurrence, j'ai zéro info. J'ai même vu qu'ils enlevaient certaines options, voire certaines options étaient payantes. Là, chez Insta, on est toujours en tout gratos et avec pas mal d'options. Donc là, pour moi, c'est ce qui me fait encore choisir cette marque par rapport à d'autres. Que dire de plus ? On retrouve un body un petit peu plus gros et qui reprend clairement une forme d'une concurrente qu'on connaît déjà très bien. Terme d'autonomie, j'ai pas fait assez de sessions longues pour me dire, j'ai jamais été en rate de batterie, ça c'est vraiment quelque chose de sûr. En termes de recharge, ultra rapide. Toujours la possibilité, la petite batterie qui est à l'intérieur du dock sert aussi de recharge pour la caméra, pour toute utilisation extérieure au dock. Voilà déjà un premier gros tour de ce que contient la boîte, un premier tour aussi de la caméra et de ses fonctionnalités. J'ai pas reçu tous les accessoires que je voulais, il y a le caisson et des petits filtres et d'autres petits accessoires qui vont arriver, mais je pense que ça fera partie d'une deuxième vidéo. Comme ça, je pourrais rajouter aussi certains accessoires concernant la X3. J'ai fait quand même pas mal de sorties, pas mal d'images avec cette caméra. Pour en profiter au max, je vais pas l'éditer en 4K, mais je vais la laisser en 2,7K pour éviter d'étirer un peu. Je vais éviter aussi tout ce qui va être édition, retouche d'images, colo et compagnie. Comme ça vous donnera une idée un peu plus précise, même si tu as la compression YouTube, hein, mais au moins ça te permettra de voir tel quel ce qui est possible de faire et surtout ce qui sort directement de la caméra. Tiens, généralement, il y a toujours un petit pied ou un accessoire qui se rajoute. Cette fois-ci, je suis parti sur le Monkey Tail Mount. Donc ça, du coup, c'est un petit peu un genre de GorillaPod. Ça permet d'avoir une structure avec notre petite vis, un quart, et l'autre queue féminine, un quart aussi. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qu'on peut tordre un peu dans tous les sens. Donc, pour accrocher au guidon, un petit peu n'importe où. Si tu n'as pas un support plat, au moins tu sais que tu peux l'accrocher sur n'importe quel truc. Ça te sert aussi un petit peu de perche. Encore une fois, tu vas l'orienter comme tu veux. Au moins, c'est simple, c'est facile. C'est super léger, super maniable. Voilà, accessoire, pourquoi pas. Généralement, c'est du solide. Là, du coup, ce sera inflexible, insouple. Voilà. Bon, du coup, pour partir un petit peu sur la conclusion, la Go 3, du coup, très contente, elle est une belle remplaçante à la Go 2. Donc, si tu as ta Go 2, hop, fais-y un coup de bon coin. Et là, pars directement sur une Go 3 parce que ce sera vraiment un outil tellement complet. Bon, du coup, conclusion. Insta Go 3, nouvelle arrivée et surtout elle n'est pas prête de quitter mon sac de transport, voyage et Presta. Elle va tourner
quand même pas mal de temps et j'en suis sûr qu'elle va vraiment me sauver la mise sur pas mal de trucs. Donc complémentaire à une X3 que j'adore, mais vraiment très pratique, super fonctionnel et surtout peut-être moins peur de lui faire mal qu'une X3. La X3, j'ai toujours peur de l'abîmer sur les optiques, mais voilà, en termes de qualité, en termes d'image, en termes de son, ça c'est vraiment un truc que j'adore et je ne saurais que vous la conseiller. Bon, sur ce, faites de belles images, restez super stable, éclatez-vous. Allez voir cette application, ça vaut vraiment le coup de gagner du temps sur les stories et autres de la génération de petits films. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ce sera sûrement sur d'autres produits, mais on reviendra du coup sur quelques petits accessoires liés à cette Go 3. À la prochaine. Ciao, ciao.